Bonjour, je suis Guillaume Compin et je vous souhaite la bienvenue dans Simplement Bien, le podcast qui trace la voie vers un avenir désirable. Je reçois des personnes engagées qui pensent, promeuvent ou expérimentent des modèles de société tournés vers la prospérité collective dans le respect des limites écologiques. Le monde actuel est anxiogène et parfois désespérant. Pourtant, les solutions sont multiples. Sobriété, baisse du temps de travail, communauté, solidarité. On va explorer toute cette constellation d'idées et de projets avec enthousiasme et une bonne dose d'espoir. Bonne écoute! Aujourd'hui, dans Simplement Bien, j'ai le plaisir d'accueillir Gaïa Fèvre. Gaïa est engagée depuis de nombreuses années pour la justice climatique au niveau mondial et elle occupe actuellement le poste de responsable des politiques internationales au Résurrection Climat, la coordination des ONG françaises mobilisées sur le climat. J'ai invité Gaïa car je souhaitais aborder les enjeux essentiels de l'action climatique internationale, mais aussi parce que j'admire son enthousiasme communicatif et je pense qu'on en a bien besoin par les temps qui courent. Bonjour Gaïa, bienvenue dans Simplement Bien. Bonjour Guillaume, merci beaucoup pour l'invitation. Alors pour commencer, ce que je demande à chaque fois aux invités, c'est de se présenter avec leurs mots. Donc qui es-tu, Gaïa Fèvre ? Donc je m'appelle Gaïa, j'habite à Paris, j'ai fait l'essentiel de mes études en droit international et politique internationale en Amérique du Nord, au Québec. J'ai un parcours un peu atypique, c'est-à-dire que j'ai vécu quelques déceptions dans le cadre de mes études. J'étais déçue de ce que pouvait faire le droit, qui n'était pas forcément qu'un outil d'émancipation. Donc j'ai eu un petit temps où je me suis recherchée. Et donc là, j'ai expérimenté. J'ai rencontré une femme extraordinaire, Louise, qui avait Alzheimer. Et je l'ai accompagnée pendant les 6 derniers mois de sa vie. Et j'avoue que c'était un moment assez marquant et de questionnement pour me demander un peu qu'est-ce que je voulais faire. J'ai eu la chance aussi de travailler avec les gens du voyage dans une petite ville en Auvergne, à Issoire, spécialement des jeunes, des adolescents. Et je me questionnais également, encore une fois, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'aimerais faire. Et j'avoue que ces rencontres-là m'ont particulièrement marquée. J'ai aussi eu la chance d'aller dans la jungle de Calais, où là, j'ai rencontré des adolescents et des adolescentes qui, en fait, arrivaient seuls, sans parents, après un périple. Et là, encore une fois, à leur contact, je me suis posé des questions sur qu'est-ce que je voulais faire, comment le faire, etc. Puis, je suis retournée aux études, au Québec, encore une fois. Et là, j'ai eu la chance de découvrir les relations internationales et les COP, les conférences des parties. Donc, voilà un petit peu comment je me définirais. Ok, donc les COP, les grands sommets de l'action climatique internationale, et donc ouais, tu t'es mise sur les sujets climatiques à partir de ce moment-là. Ça a été une prise de conscience soudaine, tu te souviens comment ça s'est passé ? Je dirais pas que c'était soudain, et puis mon entrée était très au travers de la justice sociale, parce qu'en fait, à l'université de Sherbrooke, on avait comme une session où on nous permettait d'aller dans les négociations internationales avec un sujet spécifique de recherche, et à l'époque, j'avais choisi la transition juste. Avec langue syndicaliste. Parce que, en fait, dans les COP, à ce moment-là, j'ai découvert qu'il y avait plein de syndicats. Il n'y avait pas que des activistes du climat et qui portaient finalement la voix des travailleurs et des travailleuses, justement avec ce concept de transition juste. Parce qu'en effet, quand on pense la sortie des énergies fossiles, eh ben, on doit nécessairement penser aux travailleurs et travailleuses de ce secteur-là. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour, en effet, engager cette transition dont on a besoin ? Puis il y avait également sur le questionnement de les engager, il y avait les consulter. Et donc dans les COP, ça passait essentiellement par leur place, justement, comment ils pouvaient être entendus. Et au Québec, j'ai aussi eu la chance de mieux comprendre le rôle des peuples autochtones. Et j'ai aussi un peu cherché à comprendre qu'est-ce que la transition juste voulait dire, notamment pour les peuples autochtones. Et des pays comme l'Arabie Saoudite, et j'avoue que c'est une toute autre approche. Donc c'était intéressant de voir cette diversité de visions finalement, alors qu'on était dans le même espace. Donc c'est un peu par l'angle de la recherche que je suis arrivée sur ce sujet-là. Et après, j'ai rencontré en fait des gens d'un peu partout dans le monde qui vivaient les impacts du changement climatique. Et en fait, en effet, la transition juste doit être au cœur des réflexions, mais plus on prend du temps à mettre en place cette transition, moins elle est juste en fait pour des personnes un peu partout sur le globe. Et les actions à mettre en place, c'est pas simplement la transition, c'est pas simplement énergétique. Ça se doit d'être social, ça touche également un peu à l'adaptation, etc. Donc j'avoue que c'était une grande porte d'entrée finalement. C'est vrai que souvent on résume l'action climatique à des enjeux presque
d'ingénieur, quoi. C'est-à-dire il faut réduire de temps les tonnes de CO2, etc. Alors que ça a évidemment beaucoup d'implications sociales, d'inégalités. Et je pense qu'on pourra y revenir largement après. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à te retrouver jusqu'au réseau Action Climat aujourd'hui ? Suite à cette expérience de recherche, je suis rentrée au Québec. En fait, j'ai eu la chance de repartir très très vite sur l'île de la Réunion et travailler plutôt sur le droit des catastrophes avec la Croix-Rouge. Et parce qu'en effet, quand un pays est frappé par une catastrophe naturelle, son droit doit nécessairement être prêt. C'est-à-dire pour laisser entrer les biens, les médicaments, etc. Il y a des règles à suivre au niveau des douanes pour laisser entrer des professionnels de la santé. Un médecin au Canada doit être reconnu comme un médecin, par exemple, aux Comores, etc. Donc il y a énormément de règles à mettre en place. Et donc à ce moment-là, on a également été touché par la pandémie de Covid. Donc ma recherche a pris un autre tournant, avec un aspect plutôt aussi catastrophe sanitaire. En fait, le droit doit également être adapté à ce moment-là. Puis la vie a fait que, avec mon conjoint, on s'est installé aux États-Unis. Il a eu une offre d'emploi. On était encore sous le mandat Trump et c'était la pandémie. Et donc quand je suis arrivée sur le territoire, je n'avais pas le droit de travailler. Et là, j'ai encore une nouvelle fois, je me suis dit, qu'est-ce qui s'offre à moi ? Et en fait, j'ai été bénévole dans des banques alimentaires avec une communauté portoricaine. Et aux États-Unis, le filet social pour des personnes comme moi qui ne pouvaient pas forcément travailler, c'était un peu plus compliqué, même sanitaire. Donc, en fait, cette communauté m'a complètement accueillie. Et quand je dis accueillie, c'est-à-dire qu'ils se sont débrouillés même pour que j'ai accès au vaccin Covid, puisque je n'y avais pas accès facilement, on va dire, avec le statut, le visa que j'avais, etc. Et suite à ça, j'avais eu la chance de faire mes études au Québec, donc j'avais le droit de travailler pour une ONG au Canada qui a accepté de m'embaucher en télétravail. Donc je travaillais depuis les États-Unis pour une ONG au Canada sur les enjeux de négociation internationale, parce qu'encore une fois, c'était l'année de pandémie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, c'était très dur d'aller, c'était la COP 26 à Glasgow. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas l'opportunité de pouvoir suivre les négociations, d'aller sur place. Donc en fait, on a monté tout un programme virtuel qui permettait en fait aux personnes sur place de faire des débriefings en ligne de ce qui se passait. Et on a organisé des conversations pendant 2 semaines sur tous les sujets, avec un volet très divers, c'est-à-dire qu'il y avait des jeunes, des ONG, des entreprises, des personnes spécialisées en finance qui étaient présentes, et pour justement se dire mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, qu'est-ce que signifient ces négociations internationales et quel impact ça a au niveau du Québec et au niveau local. Et encore une fois, la vie a fait que j'ai dû retourner en France, et le réseau Action Climat a accepté de m'accueillir en tant que responsable des politiques internationales il y a un peu plus de 2 ans. Du coup, pour commencer, pour rentrer vraiment dans le cœur du sujet, est-ce que déjà tu pourrais peut-être expliquer ce que fait le réseau Action Climat, ce qu'est le réseau Action Climat ? Bien sûr. Le réseau Action Climat, c'est un rassemblement de 27 ONG nationales et une dizaine d'ONG locales. On est né dans les années 90 autour des COP initialement. Donc c'est vraiment l'ADN du réseau Action Climat, je dirais, les sujets internationaux. Puis après, on s'est un peu élargi, agrandi, et on s'est concentré également sur l'échelle européenne, nationale et locale. Et donc j'ai des collègues merveilleux qui travaillent sur des sujets spécifiques comme l'industrie, le transport, l'agriculture, l'alimentation, et donc on développe des expertises à 27. Donc en effet, c'est pas toujours facile, mais on arrive à avoir des positionnements communs qui font que quand on s'adresse aux décideurs et décideuses, on a un peu plus de poids, un peu plus de légitimité. Et encore une fois, quand on vit des temps compliqués, la force d'un réseau, c'est assez intéressant pour aussi se ressourcer, mais pour aussi être capable de faire preuve d'une certaine agilité et avoir une diversité d'approches et de stratégies, je dirais, pour faire exister encore la thématique climat. Et au niveau international, donc, je suis la coordinatrice de notre groupe de travail qui rassemble plusieurs ONG françaises qui travaillent spécifiquement sur les politiques internationales, et on va pousser le gouvernement français à avoir une position la plus ambitieuse possible au sein de la délégation de l'Union européenne. Et du coup, justement, c'est quoi un peu les sujets que vous abordez dans ce groupe politique international ? En gros, quel est le rôle que le RAC, donc le réseau Action Climat, joue dans cette orchestration ? Les sujets primaires et un peu historiques, ça va être la finance climat.
de par en fait la responsabilité historique de la France au regard des changements climatiques. Elle a une responsabilité qui doit l'amener bien entendu à réduire ses émissions de gaz à effet de serre le plus rapidement possible. Elle a aussi une responsabilité à supporter les pays les plus vulnérables et donc à mettre de l'argent dans différents fonds. On peut penser au fonds vert pour le climat international, on peut penser au fonds adaptation, au nouveau fonds pertes et dommages. Elle a aussi une responsabilité sur tout ce qui est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc elle se doit d'être très vocale sur la sortie des énergies fossiles et elle doit être exemplaire de ce côté-là. Il y a d'autres sujets qui prennent une place assez importante, c'est tout ce qui a trait à la biodiversité, parce qu'on ne peut pas parler de la crise climatique sans parler de la crise de la biodiversité. Et puis bien entendu, il y a une interconnexion entre ces sujets-là. L'adaptation prend une place assez importante dans les discussions parce que malheureusement, depuis 30 COP qu'on a commencé les discussions, on le voit qu'on n'est pas sur notre trajectoire de 1,5 degré. Donc il y a un besoin pour les pays de s'adapter. Il n'y a pas d'autre choix. Donc ça prend également beaucoup de place dans nos conversations. Je dirais que les sujets genre aussi prennent une place importante parce que les personnes les plus vulnérables et les plus touchées par les changements climatiques, généralement, ce sont des femmes. Et moi, ce que j'aime, ce que je vois aussi, c'est que les leaders politiques, même les leaders au sein de nos ONG qui challengent le statu quo, sont souvent des femmes. Donc il y a aussi ce côté-là de dynamique de pouvoir qui sont assez importantes dans les négociations internationales. Tu parles de dynamique de pouvoir, de représentativité, et clairement, c'est un enjeu qu'on retrouve partout, mais notamment dans la diplomatie climatique, dans les conférences comme la COP. Pour repréciser, les COP, c'est dans le cadre de l'ONU, en fait, qu'elles existent. COP 30, donc 30 ans déjà. Et donc, c'est un peu ce que tu abordais, c'est-à-dire que c'est des espaces de négociation où on parle de réduction des émissions, évidemment d'adaptation, mais il y a aussi un enjeu de coopération, qu'on peut appeler solidarité, qu'on peut appeler aussi dette climatique. Je sais que ça, c'est un sujet aussi que vous abordez. Est-ce que tu pourrais, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout les COP, justement expliquer un peu c'est quoi une COP, déjà dans le fonctionnement global et l'objectif, et puis peut-être ensuite on pourra aborder aussi des sujets plus précis, toi qui en as fait déjà plusieurs, comment ça se passe, c'est quoi un peu sur place, où est-ce qu'il se déroule? La COP, les conférences des parties, comme tu disais, c'est tous les ans, sauf une fois durant la pandémie où on n'en a pas eu. Et en fait, c'est un moment fort qui se déroule généralement en novembre sur 2 semaines où tous les États se retrouvent pour discuter de l'implémentation de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et accord de Paris. Ce qui est intéressant, c'est que lors de ces discussions-là, il n'y a pas simplement des États. On est la société civile, on est organisé entre 9 circonscriptions. Donc nous, on s'appelle les ONG environnementales, mais il y a également le groupe des jeunes, le groupe des syndicats, comme je disais au début de notre rencontre, les farmers, fermiers, etc., peuples autochtones, jusqu'à 9. Donc il y a également des entreprises, il y a également beaucoup de lobbyistes des énergies fossiles qui sont présents et de plus en plus finalement dans les négociations internationales sur le climat. Et pendant 2 semaines se joue un huis clos de négociations sur des sujets extrêmement divers. Mais on aurait tort de penser que tout se joue durant ces 2 semaines de négociations. Beaucoup de choses en fait se déroulent tout au long de l'année. Une COP, en fait, elle est pavée de moments assez importants, type G7, G20, de dialogue. L'enjeu qui se pose, c'est de savoir si l'accord de Paris est capable de résister encore une fois à un mandat Trump. Est-ce que l'accord de Paris a délivré, puisque c'est aussi son anniversaire, son 10e anniversaire. Donc ces questions-là vont se poser. Et en fait, pendant 2 semaines, on a un agenda de négociation qui suit son cours et on a également plusieurs déclarations, lancements de coalitions, etc. Et on a différents espaces, donc l'espace de négociation et l'espace qu'on appelle la zone verte, qui est devenue un peu une foire industrielle, je dirais, où on retrouve beaucoup de lobbyistes présentant leurs fausses solutions. On peut le dire, n'ayons pas peur des mots. Et c'est vrai que, à titre personnel, j'ai eu aussi l'opportunité de connaître un petit peu ce milieu dans une vie professionnelle antérieure. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus la présence des grandes entreprises, des grandes multinationales, essayer d'influencer l'agenda. Et j'ai pas parlé d'un autre acteur qui est assez important, c'est les médias. Les médias jouent un rôle aussi dans ce huis clos.
et un rôle important parce que, par exemple, nous, on a beaucoup d'échanges avec eux pour apporter de la transparence aussi sur la négociation, parce que c'est pas toujours facile de comprendre les positionnements de chaque État et ce qui se joue derrière. C'est très technique, ouais. C'est extrêmement technique, et puis parfois, on a une salle de négociation où on va parler genre, il y a une salle de négociation où on va parler finance, et bien entendu, parfois on avance dans une salle, on recule dans une autre, et il y a des interconnexions en fait entre tout ça. Et donc le rôle de la société civile, voilà, c'est d'apporter un peu de transparence, et le rôle du média, c'est de relayer cela et de mettre un peu de pression finalement sur nos gouvernements qui sont finalement très accessibles puisqu'on les croise dans les différentes salles, on leur demande des rencontres pour échanger avec eux et pour voir où est-ce qu'en fait on peut faire avancer certaines choses. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un sujet auquel je sais que tu es sensible, c'est typiquement le fait qu'il n'y ait pas d'asymétrie de pouvoir entre les États, et de fait, il y en a beaucoup. Alors, pas qu'à la COP, hein, mais voilà, en fonction de la puissance économique, militaire, etc. Ça, c'est une évidence. Et puis en plus, même dans les COP, il y a aussi des enjeux de ressources humaines, si je peux dire, en tout cas de personnel, qui est beaucoup plus important, par exemple, dans les délégations françaises, américaines, des pays riches, quoi, et par rapport à des pays du Sud qui parfois ont une personne qui doit gérer énormément de sujets et forcément, du coup, ne peut pas tout maîtriser. Et je sais que c'est aussi parfois les ONG qui appuient la connaissance. Je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel toi, à titre personnel, ou le réseau Action Climat agit. Notre réseau Action Climat, oui, je l'ai pas mentionné, mais il est membre du Climate Action Network International, donc un réseau international qui rassemble environ 2000 ONG. Donc c'est énorme. C'est assez énorme, donc et qui est extrêmement bien organisé parce que dans ce réseau-là, vous avez des dinosaures des COP, et même certaines personnes, je pense, qui étaient là avant la COP 1, et qui du coup ont des relations avec les délégations en fait qui peuvent pas se permettre en effet d'avoir plus de 5-10 personnes. Et quand vous avez 25 ou une trentaine de sujets de négociation en même temps, en effet, vous ne pouvez pas vous dédoubler. Et en termes d'expertise, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître. Donc c'est extrêmement compliqué, en effet. Donc oui, mon réseau, au travers de notre réseau international, qui a des branches un peu partout dans le monde, on est capable d'apporter notre soutien, de décrypter, d'échanger avec ces délégations-là. Par exemple, les personnes qui n'ont pas pu assister à la négociation, je ne sais pas, sur finance, on est là pour leur raconter ce qui s'est passé, faire un retour sur le positionnement des différents États, etc. Donc oui, c'est extrêmement important. C'est là qu'on voit que le rôle des ONG, dans ce cas-là, par exemple, est vraiment complémentaire et essentiel, pas que pour alerter sur ce qui ne va pas, mais aussi pour appuyer les négociateurs, des sujets qui sont primordiaux. Et ça me permet de faire une transition justement avec le rôle que toi tu joues à travers ton poste, que les chargés de plaidoyer, comme on dit, dans le milieu ONG, jouent dans le cadre de ces négociations climatiques. C'est quoi un peu vos valeurs ajoutées, vos spécificités sur ce genre de poste ? D'abord, j'aimerais souligner qu'on est des privilégiés parce qu'on est des ONG qui travaillons au nord, dans un pays qui est pour le moment encore démocratique. Donc, on a des accès aux décideurs et décideuses, et je peux travailler sur la COP toute l'année. En fait, je peux travailler sur les négociations internationales sur le climat toute l'année. Ce qui n'est pas forcément le cas de mes collègues, même dans des réseaux Action Climat, des Climate Action Network à l'international. J'ai certains collègues, ils sont une personne pour tout gérer. C'est-à-dire, dans une ONG, il faut gérer les aspects de finance, il faut gérer le budget, il faut gérer énormément de sujets, il faut prioriser, etc. Donc déjà, moi, j'ai ce privilège-là de pouvoir me concentrer essentiellement sur les négociations et me consacrer à mon réseau. C'est-à-dire qu'on a du temps... on peut mettre de l'énergie humaine à faire en sorte que notre réseau est fort, à passer du temps avec lui, à monter en compétences sur certains sujets. Et donc, comme je disais, la COP, ça se prépare tout au long de l'année. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rédiger des notes de position sur des sujets spécifiques en se disant qu'est-ce qu'on a besoin de dire à la France dans un contexte, par exemple, de négociation sur la finance, qu'est-ce que la France peut apporter, doit apporter. L'année dernière, par exemple, c'était la grande année finance puisqu'on devait discuter du nouvel objectif financier collectif. Et donc, toute l'année, on leur a dit, nous, on pense que le chiffre qui devait être porté, c'est celui-ci. On pense que la finance climat, maintenant, elle doit impérativement intégrer des enjeux de droits humains, des enjeux de genre. On doit penser une finance climat pour l'atténuation, bien entendu, donc la réduction des gaz à effet de serre, mais également l'adaptation et les pertes et dommages.
Peut-être d'ailleurs pour préciser, la finance climat, pour celles et ceux qui ne connaissent pas dans le détail, donc c'est vraiment, quand on dit finance climat dans le cadre des COP et de l'ONU, c'est vraiment la finance des flux financiers qui vont des pays riches vers des pays en développement au regard de leur responsabilité historique de ces pays riches en termes d'émissions de gaz à effet de serre, leur capacité financière, etc. Donc c'est vraiment inscrit dans les traités qu'il y a ce devoir de coopération, etc. Avec des objectifs d'ailleurs chiffrés qui ont mis très longtemps à être atteints, qui sont, selon beaucoup d'ONG, et à titre personnel je partage ce constat, largement insuffisants et pas de bonne qualité. Mais voilà, c'est pour bien préciser qu'effectivement quand on parle de finance climat, ça ne va pas être forcément par exemple les investissements qu'on peut avoir en France ou dans le privé, etc. C'est vraiment spécifiquement de la solidarité et de la coopération entre États. Comme tu le dis, effectivement, donc c'est un gros enjeu historique des COP. C'est un enjeu dont on discute à chaque COP, finalement. Et en effet, comme tu viens de le dire, c'est qu'il y a des enjeux beaucoup de quantité et de qualité. Et la France fait partie des mauvais acteurs de ce côté-là parce qu'elle fait beaucoup de prêts. 79% de sa finance climat est sous forme de prêts. Donc on a beaucoup de choses à dire à la France. Et par contre, le point sur lequel j'aimerais insister, c'est que les accès, ça ne veut pas forcément dire un pouvoir d'influence. Donc c'est ça aussi sur l'enjeu sur lequel on est. C'est pas parce que nous avons des rendez-vous avec les décideurs et décideuses qu'on a toujours un grand pouvoir d'influence. Et ça, il faut bien l'avoir en tête pour pas tomber dans du tokenisme, de l'instrumentalisation de la société civile. Parce que certains vont prôner « nous avons rencontré la société civile, nous avons écouté, etc. » Mais en fait, les points de vue ne sont pas forcément réellement pris en compte dans les positions. Donc voilà, c'est un équilibre qu'on doit aussi trouver en tant qu'ONG. Et ça, justement, pour garantir plus de poids et de prise en compte des positions des ONG, qu'est-ce que tu préconises ? Est-ce que vous mettez en place un certain nombre de choses pour peser davantage et qu'est-ce qui est attendu de la part d'ONG comme le Réseau Action Climat ou autre ? Je dirais qu'il y a plusieurs choses qui vont entrer en jeu. Une fois qu'on a pris conscience de cette possibilité d'être instrumentalisé, qu'on a pris conscience de son pouvoir d'influence ou de son non-pouvoir, il y a la question des stratégies. Et du coup, ce qui est intéressant au Réseau Action Climat, c'est qu'on a une diversité d'ONG. Et quand je dis ça, c'est qu'il y a une diversité des radicalités aussi dans les approches. On a des ONG comme Greenpeace, comme WWF, Oxfam et d'autres un peu plus petites, ou qui agissent à des niveaux plus locaux, je pense à FNH, FNE, etc. Donc en fait, on diversifie les tactiques et les approches et les moyens de pression. Donc il y a les rencontres, bien entendu, il y a les échanges, il y a aussi l'utilisation des médias pour faire entendre notre voix ou pour mettre en avant finalement les incohérences du gouvernement français. Il y a décrypter. Parce que parfois entre ce que nous dit un politicien et la réalité d'un rapport, il y a des détails et le diable se cache dans le détail, donc il y a un besoin de décrypter, donc une utilisation des réseaux sociaux. Et après, il y a les campagnes et les mobilisations. C'est-à-dire que je pense aux grandes mobilisations avant la pandémie, elles ont réellement eu un impact pour réussir à mettre le climat en haut de l'agenda politique finalement. Les marches pour le climat. Exactement. Qui ont été très massives effectivement en 2018-2019. C'est vrai qu'il y a eu un coup d'arrêt avec le Covid, puis avec beaucoup de changements géopolitiques depuis, mais c'était assez énorme en fait. Et en quelques années, le climat est devenu vraiment prédominant dans l'agenda médiatique et c'est en grande partie grâce au rôle des ONG, de mobilisation. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a évidemment les chargés de plaidoyer d'ONG qui vont peut-être accéder, que ce soit aux rencontres à haut niveau, on va dire, avec les décideurs. Ça peut être au ministère des Affaires étrangères, au cabinet du président de la République, etc. Et puis, derrière, au-delà de ces rencontres où on a des choses à dire et parfois on est écouté, parfois moins. Mais en réalité, c'est tout un écosystème qui agit pour mettre la pression dans la rue, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est vrai que je trouve ça... c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête, mais la complémentarité des modes d'action des ONG qui sont quand même souvent assez bien huilés. Et ça devient de plus en plus professionnel, d'ailleurs, la façon d'agir. Je pense qu'il y a vraiment des réflexions qui ont été engagées au sein des ONG pour réfléchir en fait leur capacité d'influence et aussi, je dirais, sortir un peu de nos cercles habituels. Les ONG climat, surtout à Paris, elles sont très blanches avec des profils très similaires, etc. Et à un moment donné, en fait, ça va pas suffire. Va falloir sortir de ces zones de confort, va falloir avoir une vision du climat qui passe par la justice, et notamment la justice sociale. Et je pense qu'il y a un gros travail qui est fait de ce côté-là aussi,
En fait, parler climat, ça ne veut pas forcément parler que simplement de réduction des gaz à effet de serre. C'est ça parle d'adaptation, ça parle de justice. Et ça parle aussi effectivement, de décoloniser. C'est ce qu'on entend de plus en plus, y compris dans les ONG, l'approche où effectivement c'est des personnes blanches de pays riches qui vont parler au nom de la communauté internationale. Et ça, je sais qu'avec notamment le Climate Action Network, il y a cette volonté vraiment de changer, en tout cas de rééquilibrer un peu la visibilité et puis la présence selon les pays, quoi. Je pense que nous, au sein de le fait d'être dans un réseau international nous amène réellement à questionner nos approches et à les décoloniser. Et on a la chance de pouvoir se reposer sur un leadership essentiellement des pays du Sud qui vont influencer notre stratégie. Et après, à chacun d'entre nous, ensuite, quand on est sur nos territoires, à faire le travail à la maison. Et par exemple, au réseau Action Climat France, ça prend de comprendre ce que veut dire décoloniser les changements climatiques, de questionner le gouvernement français sur son histoire, l'amener à reconnaître qu'en effet, il y a une histoire coloniale qui est liée à une crise climatique aujourd'hui et qu'on ne peut pas passer à côté de cette question-là. Que dans les discussions qu'on a dans les négociations internationales, en fait, l'histoire a un poids sur la négociation. Et la France, quand elle prend la parole, elle prend la parole avec tout ce poids-là. Et donc, elle doit nécessairement prendre ses responsabilités et reconnaître sa responsabilité historique et coloniale dans la crise climatique qu'on traverse. On parlait de ces enjeux d'influence. Il y a effectivement un agenda international qui a évolué ces dernières années, pas forcément dans la bonne direction pour le climat, dans les négociations, etc. Est-ce que tu pourrais revenir sur ces dernières années, comment ça s'est passé, les négociations climatiques à l'international, et qu'est-ce qui va se jouer à la COP30 Quels sont les enjeux, en fait? Alors, si on fait un petit retour en arrière sur les dernières COP, je commencerai peut-être à la COP28 qui était à Dubaï, qui était une COP assez importante parce qu'on l'appelait la COP du bilan mondial. C'est un outil, en fait, qui nous permet tous les 5 ans de faire un constat de ce qui a été correctement fait et on regarde dans le rétroviseur, en fait, pour faire le bilan, mais en même temps, on regarde vers l'avenir en disant, OK, on regarde du constat qu'on a fait, qu'est-ce qu'il est nécessaire de changer, etc. Et ce qui a été intéressant à la COP28, c'est qu'on a réussi à adresser pleinement l'enjeu de la sortie des énergies fossiles. Donc on a réussi à écrire dans un texte de COP, après 28 COP. Donc c'était à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, il y a 2 ans, mais comme quoi tout arrive. Avec une présidence Sultan Al-Jaber, également président de la plus grande entreprise fossile de Dubaï. Donc oui, tout peut arriver, en effet, durant une COP. Ça a été une grande bataille au niveau du vocabulaire utilisé pour adresser la nécessaire sortie de toutes les énergies fossiles. Parce que quand vous avez des pays extrêmement dépendants des énergies fossiles économiquement, d'autres pays qui n'ont pas forcément de pétrole, de gaz ou de charbon chez eux, c'est pas les mêmes positionnements finalement pour accepter la sortie des énergies fossiles. Donc on est arrivé sur un langage qui dit transitioning away from fossil fuel, donc sortir des énergies fossiles. Mais quand on regarde en dessous, il y a plein de petits détails où le gaz est présenté comme une énergie de transition, vous avez des fausses solutions comme l'utilisation du nucléaire, vous avez d'autres fausses solutions comme la captation de carbone, etc. Donc tout n'est pas non plus réglé. Lors de cette COP, on a également eu la concrétisation autour du lancement d'un fonds spécifique pour les pertes et dommages. Ça, c'est une bataille de 30 ans pour les pays les plus vulnérables et la société civile. Donc les pertes et dommages, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est en fait toute une catégorie, on va dire, d'impact du changement climatique, de catastrophes naturelles, en tout cas tous les effets du changement climatique qui n'ont pas pu dont on n'a pas voulu atténuer les effets, et donc ça peut être à la fois des catastrophes naturelles soudaines et violentes comme des ouragans, ça peut être aussi des choses plus progressives comme la montée des eaux qui détruit énormément de biens, voire qui mettent en péril des vies humaines. Donc c'est tout ce sujet, les pertes et dommages, et effectivement c'est un enjeu depuis longtemps des négociations.
Puis j'ajouterais aussi les pertes et dommages non économiques, parce que en fait, quand vous avez un territoire qui disparaît, ben, vous avez une population qui est obligée de migrer, et en fait, elle perd sa culture, elle perd son histoire, elle pourrait aussi perdre sa langue, etc. Donc il y a aussi tous les enjeux des pertes non économiques, et au regard de la crise climatique, en fait, c'était pas possible de ne pas avoir un fonds dédié aux pertes et dommages et seulement avoir des fonds pour l'atténuation et l'adaptation. Et d'ailleurs, la France était extrêmement en position de blocage sur la mise en œuvre de ce fonds-là parce que ça touche à des enjeux de responsabilité. Qui va alimenter ce fonds? Est-ce qu'il y a une obligation d'alimenter ce fonds, etc. Donc c'était extrêmement attendu. Donc je dirais qu'à la COP28, on a eu quand même ces deux éléments-là qui peuvent être considérés comme des victoires. Tout en étant sincère et honnête sur le fait qu'il a quand même pas dû attendre la COP28 avant de parler de la sortie de toutes les énergies fossiles, parce que dans l'accord de Paris, bien sûr, il n'y a pas le mot énergie. Donc extrêmement compliqué, alors que c'est la source première des émissions de gaz à effet de serre. Oui, on voit à quel point, évidemment, c'est politique, et Oui. comme tu le disais très bien, tous les États n'ont pas intérêt à sortir des énergies fossiles tout court, parfois, ou en tout cas au même rythme. Et j'aimerais revenir sur un point essentiel que tu soulèves, c'est-à-dire qu'en plus, il y a des inégalités climatiques très élevées entre les États. Typiquement, les pertes et dommages qui touchent de plus en plus de pays. Alors, de tous les continents, de tous les niveaux de richesse, mais notamment des pays qui sont déjà assez pauvres, sont liés à des émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas du tout au même niveau historiquement en fonction des pays. Donc typiquement, des pays comme les États-Unis ou l'Angleterre ou la France ont beaucoup émis de gaz à effet de serre dans leur histoire. Et certains pays, comme notamment des petites îles du Pacifique, je sais pas, je prends au hasard le Vanuatu ou d'autres, vont subir des catastrophes qui vont parfois mettre en péril leur propre existence en tant que pays, alors qu'ils ont très peu émis dans l'histoire. Donc j'imagine que ça, c'est aussi au cœur de vos mobilisations et de votre plaidoyer. C'est l'aspect de justice, en fait, qui est au cœur du plaidoyer. En effet, ceux qui ont le moins émis historiquement sont ceux qui sont le plus touchés par les effets du changement climatique. Et pire encore, ce sont eux qui ont le moins de moyens pour y répondre. Donc c'est là, en fait, le nœud du problème, en effet. C'est que vous avez une injustice totale entre qui paye les pots cassés et qui est responsable de la crise climatique. Et donc, en effet, ça prend une place extrêmement importante dans l'ensemble des discussions autour des COP. Et c'est vrai que ça fait partie du cœur de notre plaidoyer, de bien mettre la justice climatique au cœur des discussions. Et donc l'année dernière, il y a eu la COP29. Qu'est-ce que ça amène pour la COP30 cette année ? La COP29 était une COP extrêmement importante parce que pour le coup, même si on parle tout le temps de finances durant les COP, celle-ci, elle avait le mandat de négocier le nouvel objectif collectif financier. En fait, on avait un objectif de 100 milliards. On s'entend que parler de milliards liés à la crise climatique, ça ne va pas suffire. En fait, il faut des milliers de milliards. Sachant que du coup, encore une fois, pour revenir sur cette logique de finance climat, on parle bien d'argent, en tout cas les 100 milliards, ça correspond à de l'argent que se sont engagés à donner les pays riches pour aider les pays du Sud à faire face au changement climatique. Exactement. Et c'est pas beaucoup. Et non, 100 milliards, c'est très peu. Et là, le problème, c'est qu'à la COP29, on a dit qu'on allait transformer ce 100 milliards seulement en 300 milliards. Mais le plus gros problème, c'est qu'on parlait de trillions. Et donc, pour essayer de satisfaire un peu tout le monde et de ménager la chèvre et le chou, on a dit on va continuer à réfléchir finalement au trillion dont on a besoin. Donc trillion à 1000 milliards. 1000 milliards, 10 puissance 12. À la COP30, et donc cette négociation va continuer, ça s'appelle la Roadmap Baku to Belém. Donc ça va être un enjeu extrêmement important. La déception qu'on a pu vivre à la COP29 autour de la finance va se retrouver à la COP30. Alors juste du coup, sur ce point-là, effectivement, 300 milliards, on peut se dire c'est un triplement. En réalité, les besoins sont bien plus élevés, c'est ça le problème. Les besoins sont bien plus élevés et en fait le coût de l'inaction lui aussi se fait de plus en plus important. En fait, plus vous attendez pour mettre de l'argent sur la table pour développer des projets d'atténuation, d'adaptation ou répondre aux pertes et dommages, en fait, plus les coûts vont être importants. Donc c'est également ça qui se joue. Et la COP30, elle est intéressante parce que c'est les 10 ans de l'anniversaire de l'accord de Paris. C'est également la terre où sont nées les conventions cadre sur les changements climatiques, conventions cadre sur la biodiversité et conventions cadre sur la désertification. Donc il y a une forte symbolique qui se joue. Et le Brésil est assez intéressant d'un point de vue géopolitique.
c'est-à-dire qu'ils sont également présidents de ce qu'on appelle les BRICS, qui sont les pays les plus grands émergents avec un poids important sur la scène internationale. Donc il y a cette capacité pour le Brésil de s'adresser à ces grands émergents, de s'adresser également aux pays plus occidentaux. Et la présidence de la COP est beaucoup plus professionnelle, je dirais, que la présidence qu'on a pu avoir en Azerbaïdjan. Et n'a pas de lien avec le secteur pétrolier, ce qui n'est pas forcément le cas du président du Brésil, qui est assez ambivalent sur l'exploitation des énergies fossiles. Mais voilà, toujours est-il qu'on se retrouve avec une présidence beaucoup plus professionnelle, on se retrouve avec une présidence capable de parler à de nombreux pays, mais une présidence qui a une très forte pression finalement sur sa COP. Et toute l'année, les États doivent remettre leur plan climat, ce qu'on appelle les contributions nationales déterminées en jargon onusien, qui nous permettront de voir comment les pays sortent réellement des énergies fossiles et toutes les énergies fossiles, comment les pays souhaitent également s'adapter et comment finalement on garde le 1,5 à portée de main. C'est ça, c'est qu'en fait ces contributions nationalement déterminées, donc c'est un mécanisme de l'accord de Paris qui, en gros, avec comme logique de dire on ne se fixe pas un objectif commun précis pour tout le monde de manière mathématique, mais on laisse des marges de manœuvre à chaque État de mettre en place en fonction de ses propres contraintes, besoins, etc., cette transition pour arriver quand même à ce cap collectif de moins de 1,5 degré de hausse à la fin du siècle. Donc l'idée, c'était d'avoir de la transparence avec quelque part les pays qui remettent leur copie régulièrement. Exactement. Tous les 5 ans. Donc là, on est sur un nouvel examen, quoi. C'est-à-dire tout le monde va remettre sa copie ou a déjà remis sa copie pour cette année et on va faire le point. Et donc c'est un moment de vérité sur le niveau d'ambition réel des pays, hein, c'est bien ça? En effet, c'est un moment de vérité sur où est-ce que l'ambition se situe pour chacun des pays. Et ces copies-là doivent nécessairement intégrer les engagements qu'on a pris précédemment. Et notamment l'engagement assez marquant, c'est celui de la COP28 à Dubaï, de la sortie juste et équitable de toutes les énergies fossiles. Donc là, il va y avoir on va regarder de très près les grands pays type Canada, États-Unis, UK. On va regarder beaucoup aussi la contribution nationale déterminée de l'Union européenne, parce qu'il y a aussi, de par la situation géopolitique que nous vivons et le fait qu'il y ait Trump aux États-Unis, il est très peu probable qu'on soit sur des États-Unis qui sortent des énergies fossiles en ce moment. Donc tout ça fait qu'il y a une pression assez importante sur le leadership finalement de l'Union européenne. C'est vrai, pardon, excuse-moi de t'interrompre, mais pour préciser, on ne l'a pas encore dit, c'est que l'Union européenne remet une copie au nom de tous ses États membres. C'est-à-dire que ce n'est pas la France, l'Allemagne et tout qui remettent leur propre copie. Alors ils vont la faire remonter au sein de l'UE, mais ensuite c'est l'UE qui fait un peu la synthèse de tout ça et qui remet sa propre copie d'ambition, etc. Exactement, ça on ne l'a pas mentionné, mais en effet la France ne négocie pas dans les négociations internationales pour le climat au nom de la France. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transcription des engagements pris au sein de l'UE dans l'ensemble de ses pays membres. Bien entendu, tous les plans climat nationaux touchant à l'énergie, l'adaptation, etc., doit y avoir une certaine cohérence avec ce qui est annoncé au niveau européen et en même temps une cohérence avec ce qu'on a dans les engagements à l'international, accord de Paris et Convention 4 des changements climatiques. Oui, sachant qu'en retour, évidemment, la France et tous les pays ne se privent pas d'essayer d'influencer l'agenda européen en fonction de leur propre calendrier, quoi. Oui. Et du coup, est-ce qu'il y a des attentes sur cette COP30 La première attente est sur une réelle inclusion de la société civile, parce qu'en fait, on a été pendant 3 COP dans des pays extrêmement autoritaires, l'Azerbaïdjan, les Émirats arabes unis, l'Égypte, donc, où la place de la société civile et sa voix n'était pas du tout respectée ou vraiment incluse finalement. Donc il y a des grosses attentes du côté de notre réseau international sur la possibilité d'échanger avec la présidence, la question de l'accès à l'espace de négociation, les espaces, les salles de négociation réellement, etc. La possibilité aussi en termes de mobilisation, parce que pendant la COP, finalement, il y a des manifestations, des mobilisations à tous les jours, et entre les 2 semaines, il y avait généralement une grande marche, mais depuis 3 COP,
consécutifs, ces marches ont été interdites parce que le droit de manifester en Égypte, aux Émirats Arabes Unis, en Azerbaïdjan, c'est pas le même que dans d'autres pays plus démocratiques. Donc je dirais que c'est celui-ci. Il y a beaucoup de conversations autour de la réforme, la transparence, la gouvernance autour des COP, du fait qu'en fait, il y a de plus en plus de lobbyistes des énergies fossiles, qu'il est de plus en plus difficile avoir des engagements ambitieux et on voit des stratégies de blocage dans les négociations. Donc se posent des questions autour de la gouvernance et de la transparence. Donc je dirais qu'il y a, au-delà des aspects de sujets de négociation comme la finance climat, la sortie des énergies fossiles, l'adaptation, je dirais aussi qu'il y a des grosses attentes au niveau inclusion de la société civile, gouvernance, transparence, beaucoup de questionnements autour de la désinformation, de protéger la science, parce que finalement la science elle est en sécurité en démocratie, mais on le voit vite que quand on quitte la démocratie, la science est très vite attaquée, considérée comme une opinion. C'est ce qui se passe avec Trump aux États-Unis en ce moment. Par exemple, mais c'est pas le seul pays. Donc en effet, il y a aussi tout ce volet-là qui va se jouer, notre capacité collective à faire front et à défendre finalement les défenseurs et défenseuses de l'environnement, la science, et en fait démontrer que l'accord de Paris est résilient et capable de faire face à ces différentes attaques. Pour revenir aussi à des aspects plus personnels ou propres à l'engagement que ça représente, d'être chargé de plaidoyer ou coordinatrice sur ces sujets de politique internationale autour du climat, en fait, j'aimerais un peu te demander aussi à titre personnel, en gros, est-ce que tu as des exemples de moments où tu t'es senti particulièrement utile dans ton métier ? J'avoue que les moments où je me sens le plus heureuse, où je me dis je suis vraiment utile, c'est vraiment quand je rencontre des gens et que j'explique un peu comment se passent les négociations et que la personne trouve sa place. Ou bien une personne, je pense souvent aux jeunes, qui viennent me voir avant une COP et qui me disent on va y aller, mais on ne sait pas trop comment ça fonctionne, on aimerait parler aux décideurs et décideuses pour présenter nos projets. Et c'est le moment où j'arrive à organiser ce type de rencontre, que je donne l'accès, ou bien que j'invite certaines personnes sur nos conférences de presse et que je les vois finalement partager leurs expériences, expliquer leur position sur certains sujets. Là, je me sens vraiment, vraiment utile. Et je me demandais aussi si tu as le souvenir de moments qui t'ont marqué, notamment de moments de joie, que ce soit à des COP ou en dehors. J'avoue que le moment où on a vu que le fonds pertes et dommages allait se mettre en place, en vrai, c'était à la COP27, où finalement on a dit, les pays comme la France, l'Union européenne ont lâché la position de blocage et ont bien vu qu'ils ne pouvaient pas partir de la COP égyptienne, sachant que c'était en plus une COP africaine. Le continent africain, c'est 5% des émissions de gaz à effet de serre. Au niveau des conséquences du changement climatique, c'est terrible. Donc en fait, le contexte, les mobilisations sur les derniers jours de négociation étaient tellement forts. Et du coup, j'avoue que ce moment-là était très fort. Et puis moi, j'enchaînais avec la COP biodiversité à ce moment-là. Et donc ça m'a donné comme un élan, une force, je dirais, pour enchaîner avec la COP biodiversité qui était à Montréal. À cette époque-là. Oui, c'est ça, parce que je vais pas rentrer dans le détail. On pourrait avoir une discussion encore pendant 1 heure là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a la COP climat dont on a parlé, mais il y a en plus, tu l'as évoqué d'ailleurs tout à l'heure, des COP sur la désertification, sur la biodiversité, qui sont aussi des moments clés pour l'environnement mondial et pour le climat, parce que tout est évidemment lié. Et en fait, j'enchaînais avec la COP biodiversité, qui était une COP extrêmement importante parce qu'il fallait rédiger l'accord de Paris de la biodiversité. C'était Kunming-Montréal. Et en fait, ce moment-là aussi était extrêmement fort pour moi. Donc, je dirais que cette année était vraiment, en termes de motivation et de capacité à réaliser des choses au niveau international, était extrêmement marquante. La COP de Dubaï m'a quand même marquée, parce que c'était ma première COP en tant que coordinatrice du réseau Action Climat. Donc sur un aspect plus personnel, je dirais, me rendre compte de la force de notre réseau national et international et de nous voir réussir à avoir du langage sur la sortie des énergies fossiles est extrêmement marquant. Et la COP de Bakou m'a fait beaucoup de mal. Parce qu'en fait, il y avait cette même entrain, cette même volonté collective de notre réseau national et international d'arriver à un objectif financier extrêmement important en milliers de milliards. Et le blocage et l'hypocrisie des pays du Nord et de la délégation européenne ont été terribles. Donc ce moment-là était assez marquant, mais dans le mauvais sens, oui. Ah, c'est sûr que quand on se mobilise sur le climat, je pense que c'est un peu des montagnes russes en fonction des années, des circonstances. Je comprends très bien.
J'ai pour habitude de finir ces discussions un peu sur deux sujets. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de manière relativement concrète pour soutenir tout ça. Si l'intérêt est vraiment les relations internationales, les sujets de COP, ne pas hésiter à nous contacter déjà. Si après vous vous intéressez à des enjeux spécifiques comme la justice avec un angle financier et notamment taxer les ultra riches, là j'inviterai à vous rapprocher du côté d'Oxfam mais aussi 350. Donc regardez un peu en fait ce que les différentes campagnes qui sont en cours et trouvez finalement ce qui vous anime. Et ce qui vous plaît. Sachant que, comme on le disait dans la discussion, pour se mobiliser sur cette cause, il n'y a pas nécessairement besoin d'accéder aux grandes salles de réunion sur place à la COP, mais on peut aussi se mobiliser en tant que citoyen pour mettre la pression, y compris en France. Et je sais que ces organisations dont tu as parlé feront aussi beaucoup de mobilisation citoyenne. Il y a les mobilisations citoyennes et peut-être si vous êtes intéressé de vous former, nous on offre des webinaires de formation pour faire un décryptage finalement des sujets qui vont être négociés. Je sais qu'à l'Académie du climat, il y a plusieurs choses et événements assez intéressants liés avec les négociations internationales. Les jeunes ambassadeurs pour le climat organisent plusieurs événements où on participe. Donc ne pas hésiter à regarder les différentes programmations. Et pour le coup, le webinaire du Réseau Action Climat, par définition, est accessible de partout. Exactement. N'hésitez pas à vous renseigner. Et du coup, pour finir, une autre question, c'est tout simplement, toi qui es très engagé sur ces sujets-là, en fait, comment tu fais pour, malgré un contexte international, on en a parlé, qui est quand même très difficile, pour rester heureux, si je peux dire, ou en tout cas garder un peu le moral sans sombrer, parce que c'est de vraies questions. Hein. Moi, je pense que ce qui me fait le plus tenir, c'est rire. Franchement, rire et la joie et l'humour. Et oui, c'est compliqué, oui, c'est horrible ce qu'on est en train de vivre, mais en fait, je veux pas abandonner ma joie. Je veux pas abandonner mon rire. Puis moi, je suis marraine d'une petite Léa Maria merveilleuse. Et je me dis que c'est quand je la vois, qu'elle me parle des abeilles, qu'elle me parle du jardin, etc., où elle a été. Je me dis, c'est pas possible d'abandonner, en fait. Donc, en fait, ce qui me fait tenir, c'est peut-être plus des petites choses du quotidien. Voilà, les personnes que j'aime, avoir des espaces où on s'autorise à se moquer. Où on s'autorise à aussi être franc sur la situation qu'on traverse. Et les moments où ça devient trop difficile, je m'autorise aussi à lâcher prise, simplement, si j'en ai besoin. Donc, être sincère avec mes sentiments et refuser d'abandonner ma joie, ouais. Ça me fait penser aussi ce que tu dis à un compte en ligne qui s'appelle Malheur Actuel, qui parodie beaucoup justement l'inaction climatique de la France, etc. Je vous invite à regarder. Mais en tout cas, merci beaucoup Gaïa pour ce partage, pour tes témoignages et puis pour toute cette discussion passionnante qu'on a eue tous les deux pendant 1 heure. Et c'est moi qui te remercie Guillaume pour ta générosité. À très bientôt. Je retiens plusieurs choses de cette riche discussion avec Gaïa. La première, c'est de l'admiration pour son parcours, avec toujours au cœur le souci de la justice et de l'inclusion des personnes marginalisées par le système. Ce que je pense important de retenir ensuite, c'est que contrairement à ce qu'on peut parfois entendre, les COP ne servent pas du tout à rien. Oui, les choses ne vont pas assez vite, et c'est très inquiétant. Mais grâce aux COP, on a eu l'accord de Paris, qui a déjà permis de baisser en partie la trajectoire de réchauffement global. Les COP ont aussi conduit à des engagements financiers pour aider les pays à faible revenu à faire face au changement climatique. Et surtout, elles offrent un cadre au sein duquel tous les États sont obligés de rendre des comptes régulièrement sur leur action climatique et de permettre que la transition soit la plus équitable possible entre les pays. Certes, il reste beaucoup de défis à relever, comme rendre concrète la sortie des énergies fossiles, ou augmenter le niveau des financements à destination des pays plus pauvres. Mais grâce à la mobilisation de milliers d'activistes comme Gaïa, ces sujets avancent. J'aimerais finir sur un ressenti plus personnel. Je trouve la joie et la motivation de Gaïa profondément inspirantes. C'est vraiment pas facile tous les jours lorsqu'on essaye de rendre les choses meilleures dans ce monde chaotique. Alors s'autoriser à rire ou se raccrocher aux gens qu'on aime permet souvent de trouver ce supplément d'âme qui donne envie d'agir et même parfois d'y prendre du plaisir. Pour plus d'infos sur les négociations climatiques internationales, n'hésitez pas à suivre le travail de Gaïa Fèvre et du Réseau Action Climat. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a intéressé, enthousiasmé, donné des idées peut-être. Sentez-vous libre en tout cas de laisser un commentaire si vous souhaitez réagir, apporter des compléments ou encore des recommandations à ce que vous avez entendu. Et si vous aimez simplement bien, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à laisser une bonne évaluation.
Ça aidera énormément le podcast à gagner en visibilité. Vous pouvez aussi suivre les actus du podcast sur les réseaux sociaux. À très vite!